Quand j'avais 7 ans, ma meilleure amie était une petite fille nommée Ava. C'était ma voisine. Ava était une enfant très douce. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais sa vie de famille était un enfer. On entendait toujours son père crier et casser des choses. J'étais trop jeune pour comprendre qu'Ava et sa mère faisaient partie de ces choses. Mes parents faisaient leur possible pour soulager Ava d'un poids qu'aucune petite fille ne devrait porter. Ils avaient cependant peur de se mêler de quelque chose qui ne le regardait pas et de nous attirer des ennuis. Leur aide consistait à inviter Ava à manger chez nous presque tous les jours et de lui donner quelques vêtements. Elle était toujours mal vêtue. Protégée de la violence qui avait eu lieu chez mes voisins, j'ai eu une enfance plutôt normale et même heureuse. Mon père travaillait dans une entreprise, ma mère à la maison et ma grande sœur Carly gardait un œil sur moi. Elle avait 12 ans à l'époque et elle nous laissait nous promener dans les bois derrière notre maison tant que le soleil n'était pas couché. C'était en 1998 dans une petite ville où la vie était simple. Nous aimions jouer avec mes Barbies, la pauvre Ava n'en avait pas. Mais nous aimions aussi explorer la forêt et creuser le sol. Nous trouvions généralement des os de rongeurs et d'oiseaux, ainsi que des petites pièces. C'était un après-midi de novembre particulièrement chaud, juste après qu'Ava ait fêté ses 7 ans. Ma famille lui avait acheté un morceau de gâteau la veille. À présent, je ne peux m'empêcher de penser que nous étions la raison pour laquelle son visage était gonflé et violet ce jour-là. « Ava, tu vas bien? Que s'est-il passé ?» m'inquiétais-je de la voir ainsi. « Je suis tombée dans les escaliers, » me dit-elle. Sa bouche avait tellement été frappée qu'elle avait du mal à articuler. Mais je la crus, acceptant la réponse et prêtant mon attention à quelque chose d'autre. Je suis tellement désolé, Ava. Ce jour-là, nous avions décidé de profiter de la douceur de l'après-midi pour regarder les oiseaux. C'était une activité qui me plaisait beaucoup depuis quelques semaines, car mes parents m'avaient offert des jumelles. Nous nous aventurâmes dans la forêt un peu plus loin que d'habitude, et trouvâmes un magnifique nid de passereaux, rempli d'oisillons. J'étais concentré sur les oiseaux, mais Ava avait un regard distant et intrigué. « Est-ce que tu les entends? Quel chant magnifique !» soupira-t-elle, émerveillée par quelque chose que je n'entendais pas. Je l'ignorais. Après quelques minutes, elle s'engagea dans les profondeurs des bois, probablement à la recherche de la source du chant. Je n'entendais rien d'autre que le son des feuilles d'automne craquant sous nos pieds et les pépiments des oiseaux. Je suivis Ava sans y réfléchir. Nous marchions depuis quelques minutes quand elle s'arrêta devant un arbre gigantesque et majestueux. La lumière du soleil brillait différemment ici. Je ne comprenais pas vraiment, mais c'était comme si l'air scintillait. C'était tellement paisible. Ava regardait les feuilles des arbres, ébahie. Elle se mit à agiter ses mains, comme pour faire signe à quelqu'un qu'elle connaissait. Curieux, je regardai les branches et aperçus une femme. Enfin, je crois que c'en était une. Elle était de petite taille, et sa peau semblait produire une légère lumière lilas. Ses longs cheveux semblaient être une cascade d'eau, et sa robe était comme le vent. Elle descendit de l'arbre et toucha le sol sans un bruit. Sa voix était douce et pure. Elle résonna dans ma tête. « Je suis désolé d'avoir mis tant de temps à répondre à tes prières, Ava. » La chanson que j'entendais la nuit, c'était vous? Demanda timidement Ava. « Oui, mon enfant. » La femme tourna son regard vers moi. « S'il te plaît, pars d'ici. Ton heure n'est pas encore venue. » Hypnotisé et un peu effrayé, j'obéis. Sa façon de parler était douce, mais d'une surprenante autorité. Je m'éloignai, et en regardant derrière moi, je vis qu'Ava s'était aussi mise à briller. Ses cheveux étaient devenus une cascade, et ses habits usés semblaient être faits d'or et de vent. Quand j'arrivai à la maison, je montai dans ma chambre pour répéter ce que je dirais lorsque les adultes remarqueraient la disparition d'Ava. Je n'avais que 7 ans, et il y avait beaucoup de principes basiques que je ne comprenais pas, mais j'avais en moi la certitude qu'Ava ne reviendrait jamais, et que personne ne pourrait croire ce que j'avais vu. Cette nuit-là, le père d'Ava toqua agressivement à notre porte pour demander où était passée sa fille. Je répondis vaguement que j'avais joué avec elle dans les bois jusqu'à la fin de l'après-midi, mais que je ne l'avais pas vue depuis. Mon père fut celui qui appela la police. Ils nous dirent qu'ils ne commenceraient les recherches que si Ava n'était toujours pas rentrée après 72 heures. Pendant l'enquête, ils suspectèrent son père de l'avoir assassiné et enterré dans les bois. Sa mère fut retrouvée dans la maison affreusement battue et il fut arrêté. La police découvrit aussi qu'il avait tué son ex-femme. Cela me rassurait sur ma décision de garder le silence. Ce n'était pas comme si je laissais un homme innocent souffrir. Depuis,
je me suis fait de nouveaux amis, et j'ai oublié Ava quelque temps. Je me rappelle de cette histoire maintenant, à 27 ans, parce que je suis retourné dans la maison de mon enfance. Au cours de l'année précédente, j'ai rompu avec une partenaire abusive. J'ai perdu mon travail, et on m'a diagnostiqué un cancer du cerveau. Vaincu, j'avais déménagé pour laisser mes parents prendre soin de moi. Je ne sais toujours pas s'il est possible pour moi d'avoir recours à une chirurgie pour retirer la tumeur. Je vais peut-être mourir dans l'année qui vient. Chaque nuit, je prie pour que ma situation s'améliore. Depuis quelque temps, je peux entendre un chant magnifique et éthéré qu'aucune voix humaine ou instrument ne pourrait produire. Je crois qu'Ava m'invite à la rejoindre. Bonjour, je m'appelle Gillian. J'ai 10 ans depuis la semaine dernière. Et j'ai un problème. Avec ma maman, on est allé voir un docteur qui a dit à maman que j'avais une maladie grave. Et je n'ai pas tout compris. Mais ce n'est pas le problème. Il y a un monsieur qui me suit depuis ce jour. Il me suit partout. La nuit, il me parle. Il me dit qu'un jour on partira ensemble, très loin. Je l'ai dit à maman, mais elle ne me croit pas. On dirait qu'elle ne peut pas le voir. Maman s'inquiète. Elle me dit que je suis trop bouleversé par la mort de papa. Mais c'est faux. Il me manque beaucoup, mais je ne peux pas le faire revenir. Nous sommes donc allés voir un autre médecin, et maman lui a dit que je voyais un monsieur qui n'existait pas. Le médecin m'a demandé de tout lui expliquer, et il m'a dit que j'avais pas à m'inquiéter, et que le monsieur n'existait pas. Mais le monsieur existe. C'est lui qui me l'a dit. Il me suit toujours, mais je ne l'aime pas. Il n'a pas l'air gentil. Ma maman est triste car je suis malade, mais le monsieur a l'air content. Il dit que nous partirons bientôt. Je l'ai dit à ma maman et elle a pleuré. Mais elle prend des cachets pour ne plus être triste. Je ne veux pas partir avec ce monsieur. Je ne l'aime pas. Il me fait peur avec sa capuche noire. Le monsieur commence à être méchant. Il me dit que nous partirons tous ensemble avec ma maman, que je le veuille ou non. Je l'ai dit à maman, qui est partie s'enfermer dans le grenier. Mais ça fait 2 jours maintenant. La police est venue me voir et m'a pris avec eux. Mais le monsieur n'est pas venu me voir. Il est parti dans le grenier. Je suis à l'hôpital parce que la police m'a dit que j'étais très malade. Mais le monsieur est revenu. Il m'a dit de venir avec lui et que ma maman et mon papa m'attendaient. Il me dit que je dois lui donner la main et que nous partirons. Note retrouvée le 10 janvier 2012 sur le lit d'hôpital vide du jeune Gillian Moigne, 10 ans. La police dit qu'il est porté disparu depuis. Les corps de sa mère, qui s'était suicidée, semblent avoir disparu et la tombe de son père, pillée. Quand j'étais petite, j'avais très peur du monstre sous mon lit. Un peu comme le croque-mitaine, oui. Mais ce n'était pas totalement la même chose. Mes parents l'appelaient le voleur d'innocence. J'en avais extrêmement peur, mais je n'aurais pas pu vous le décrire, car je ne l'avais jamais vu. J'étais une petite fille très sage, et pour cause, mes parents se servaient de ma peur pour me dissuader de faire des bêtises, ou bien m'obliger à leur obéir. Ne mets pas les doigts dans le nez, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Finis tes brocolis, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Il me mettait en garde contre lui, mais me voyant paniquer, il me donnait quand même des conseils. Si le voleur d'innocence passe te voir, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Cache-toi les yeux avec les mains et ne bouge pas. Comme ça, il partira aussi vite qu'il est venu. Mais bien sûr, je n'étais pas parfaite. Le moment où je faisais des bêtises arrivait toujours tôt ou tard, malgré les avertissements de mes parents. Et c'est comme ça qu'il m'a rendu sa première visite. Je m'étais couché un soir où j'avais fait tomber le vase préféré de ma mère. Je dormais, et j'ai été réveillé par quelques coups venant de sous mon lit. Puis, des grognements et des rires. Je voulais partir à toute vitesse, mais je me suis souvenu des conseils de mes parents. Ne pas crier, ne pas bouger, me cacher les yeux. Et c'est ce que j'ai fait. Puis, je l'ai senti sortir de sous le lit et se glisser dessus. J'étais terrorisé et je pleurais, mais je continuais à ne pas bouger. J'ai senti sa langue parcourir mon corps. J'ai senti ses doigts me caresser les cheveux, puis parcourir mon corps jusqu'à ce qu'il s'arrête à mon entrejambe. J'avais mal, mais je voulais qu'il parte. Alors j'ai continué à fermer les yeux jusqu'à ce qu'il s'en aille. Le lendemain, j'ai expliqué ce qui s'était passé à mes parents. Ils m'ont répondu que c'était parce que j'avais fait des bêtises et qu'ils m'avaient prévenu. Cela a duré jusqu'à mes 10 ans. J'évitais au maximum de faire des bêtises, mais pour certaines, je n'y pouvais juste rien.
Et à chaque fois, le voleur d'innocence me rendait visite la nuit venue. La chose bizarre, c'est que dans la semaine suivant sa visite, mes parents m'offraient un beau cadeau, ou bien m'emmenaient à Disneyland. Ce qui rendait en quelque sorte les passages du voleur moins insupportables. Mais comme je l'ai dit, je n'ai plus eu de visite de ce monstre après mes 10 ans, malgré mes nombreuses bêtises. J'en étais enfin débarrassé. Mais pas ma petite sœur, à qui mes parents donnaient les mêmes avertissements qu'ils m'avaient donnés à propos de ce voleur d'innocence. Après avoir eu 16 ans, ayant un peu appris de la vie, j'ai commencé à me douter que cette histoire n'était que du pipeau, et que je subissais des attouchements. Sûrement de la part de mon père, comme vous vous en doutez aussi depuis le début de mon histoire. Pour ne pas voir ma sœur subir la même chose, j'ai décidé de tendre un piège à mon père, et de tout filmer, pour ensuite aller voir la police. Ce jour-là, j'avais demandé à ma sœur de faire exprès de renverser un verre d'eau sur la console de mon père, ce qui lui a valu une fessée mémorable. Mais le soir venu, je m'étais installé dans le placard de la chambre de ma petite sœur, avec ma caméra. Comme prévu, quelqu'un est entré quelque temps après et s'est glissé sous son lit. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait dans le noir, mais une fois sorti de sous le lit, il a allumé son portable pour filmer ses actes. Ma sœur avait la même position que moi, ses mains devant ses yeux, et ne voyait rien. Mais moi, je l'ai reconnu. Ce n'était pas mon père, c'était Ed, notre voisin. Il était sur le lit et lui faisait des attouchements. Je pouvais sortir à tout moment et mettre fin à ses actes, mais il aurait sûrement détruit ma caméra et les preuves avec. J'ai beaucoup pleuré silencieusement, mais j'ai tenu bon. Et peu de temps après, il est enfin sorti de la chambre et ma sœur s'est endormie. J'avais enfin les preuves pour faire cesser ces atrocités. J'étais quand même rassuré que le monstre n'était en fait pas mon père, mais le voisin. Après tout cela, on allait pouvoir continuer notre vie de famille. Sans ces abominations qui pesaient sur nos vies. Mais ma joie est vite retombée quand je suis passé par le salon pour me rendre dans ma chambre. Mes parents étaient en compagnie de notre voisin. J'ai pensé qu'il avait prétexté aller aux toilettes pour aller voir ma sœur. Mais c'était autre chose. Il avait des billets dans la main et les attendu à mes parents en disant « Bon, 300 comme d'habitude. Appelez-moi pour la prochaine. »